Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir nous accueillons Frédéric Le Géant. Bienvenue Frédéric. Merci Chauvin Guipper. C'était un ancien conseiller municipal de Fabienne Keller de 2001 à 2008. Donc il a été conseiller municipal de la ville de Strasbourg. Et donc nous allons discuter aujourd'hui avec lui de 3 thématiques. L'une c'est l'Europe, la seconde c'est l'Alsace. Et en dernier lieu, Strasbourg. Est-ce que ça te convient ? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, concernant l'Europe, est-ce que tu ne penses pas, Frédéric, qu'aujourd'hui, nos institutions de l'Union européenne dysfonctionnent et qu'il y a un décalage entre la réalité technocratique ou bureaucratique de l'Union européenne et les attentes du peuple ? Alors, il y a effectivement un décalage important. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'origine, le projet européen, tel qu'il a été porté par les pères fondateurs, a été celui d'un projet fédéral. C'était bel et bien de créer une fédération et donc un seul État européen, un État à vocation fédérale, comme le sont d'autres États. On peut imaginer évidemment les États-Unis, qui ont souvent servi de modèle, mais en tout état de cause, il y avait cette volonté de rendre la guerre impossible entre des pays qui avaient passé, on va dire, la première moitié du XXe siècle à s'autodétruire. Première, Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc cette idée était bel et bien d'arriver à un État fédéral. Et donc au bout d'un certain nombre de décennies de construction européenne, puisque ça a commencé dans l'immédiate après-guerre, eh bien on pouvait espérer y parvenir. On voit qu'on en est encore malheureusement assez loin, et que aujourd'hui cette construction européenne, elle n'est pas aujourd'hui pleinement appropriée ou pleinement appropriée par les gouvernements et par les citoyens. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements. C'est parce qu'elle est récente, parce que c'est quand même 50 ans, 60 ans, c'est pas énorme. C'est parce qu'elle est récente, et puis c'est peut-être aussi parce que certaines choses ne sont pas correctement présentées. Très souvent, ce qui est mis en avant par les gouvernements, c'est d'abord l'intérêt national, et cet intérêt national est souvent prioritaire, ou l'intérêt, de la communication des dirigeants nationaux est souvent mis en avant sur l'intérêt commun réel des Européens. Par ailleurs, créer une fédération qui regroupe les différents États européens en un seul, ça suppose que les États européens concernés acceptent d'abdiquer leur souveraineté. Et donc c'est pas quelque chose de simple, c'est pas toujours quelque chose qui se fait de façon évidente. On le voit souvent avec les directives européennes, c'est-à-dire qu'il y a une imposition d'un cadre européen qui est pris et qui est prescrit aux États nationaux. Alors, après, la mécanique des institutions européennes fait qu'effectivement il y a un certain nombre de directives qui sont prises dans un certain nombre de domaines, et ces directives ont vocation à être appliquées dans le droit national. Mais ce dont je vous parle là est un petit peu différent, c'est juste par rapport à l'organisation institutionnelle et par rapport à la répartition des compétences. L'un des principes qui guide la construction européenne, c'est celui de la subsidiarité. Donc c'est celui d'exercer les compétences au niveau où on estime qu'il est le plus opportun et le plus logique de l'exercer, tout en laissant autant que faire se peut les choses s'accomplir au plus près des citoyens lorsque c'est possible. Eh bien, il y a un certain nombre de compétences ou de domaines, et je pense notamment à la monnaie, à la défense, à la diplomatie, qui ont vocation à être mieux exercées en commun, au niveau de la Fédération européenne. Et aujourd'hui, c'est le cas au niveau de la monnaie. Ce pas en avant a été fait sur la monnaie, tout à fait, grâce à la mise en œuvre du traité de Maastricht. Ça a pris du temps, ça n'a pas été simple, mais ça a été mis en œuvre. Et depuis, et le traité de Maastricht, souvenons-nous, le référendum qui avait eu lieu en France, c'était en septembre 1992, il s'est écoulé un quart de siècle. Et depuis ce quart de siècle, il n'y a pas eu de progrès substantiel en matière d'intégration. Il y a certes eu un élargissement à un certain nombre de pays, il y a certes eu une mise en œuvre de ce qui était prévu par le traité de Maastricht, qui était la monnaie unique, pas forcément d'ailleurs en respectant toutes les règles qui avaient été prévues, notamment en matière de convergence des différentes économies des pays concernés, mais pour autant, depuis,
l'Union européenne manque de souffle et manque de grands traités. Il y a certes eu le traité de Nice, le traité d'Amsterdam. Il y a aussi eu le projet de traité constitutionnel européen, qui à l'époque a été rejeté par les citoyens en France et aux Pays-Bas. On a aujourd'hui une nouvelle forme d'exemple de rejet par les citoyens à travers le Brexit. Donc ça montre un petit peu les difficultés que rencontre la construction européenne dans l'opinion. Mais en même temps, ça doit nous amener peut-être à changer les façons de faire et peut-être à privilégier l'approfondissement plutôt que l'élargissement. Ça suppose aussi sans doute une Europe à plusieurs vitesses, avec la création d'un noyau dur, avec certains États qui seront beaucoup plus intégrés que d'autres ne le seront. Et c'est ce vers quoi il faut aller. Alors certaines des propositions qui ont été faites par le président Macron vont indubitablement dans le bon sens. Si vous voulez, on pourra les examiner en détail ou en discuter plus précisément. Mais pour autant, je pense qu'elles ne vont pas assez loin et qu'on doit aller à un moment donné vers au moins pour les pays qui sont au cœur de l'Europe actuelle, vers une mise en commun de la défense et de la diplomatie. Voilà. Vous avez parlé d'une Europe à plusieurs vitesses. Alors une question un peu qui fâche pour clore la thématique sur l'Europe, pour qu'on puisse passer à l'Alsace et ensuite à Strasbourg. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui la Turquie a vraiment sa place dans l'Union européenne et est-ce qu'elle va y adhérer, sachant que depuis octobre 2005, elle est en pourparlers d'adhésion. Elle a, je crois, 34 ou 35 chapitres à respecter, dont une quinzaine qui ont été ouverts jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un jour la Turquie va adhérer à l'Union européenne ? Si vous voulez, je pense qu'il y a ce processus, il y a ces engagements qui ont été pris il y a fort longtemps sur ce processus d'adhésion. Je pense aujourd'hui sincèrement que ce processus d'adhésion ne va pas aboutir. À titre personnel, je n'ai jamais jugé bon ni opportun d'étendre l'Europe de façon aussi large, et je ne pense pas qu'on puisse l'étendre à la Turquie, pas plus qu'à la Russie d'ailleurs. Je pense même qu'on est peut-être allé trop loin concernant certains pays, ou trop vite concernant certains pays des Balkans. En ce qui concerne la Grèce, je crains que la Grèce y soit passée beaucoup trop rapidement, d'ailleurs sans forcément respecter tous les critères de convergence qui avaient été prévus par les traités, et on voit que ça a créé énormément de difficultés à l'économie grecque, que ça n'a pas contribué à renforcer la gouvernance de la zone euro, mais l'a peut-être décrédibilisé à un certain moment, et sincèrement, je pense qu'il eût été courageux politiquement, à un moment donné, de savoir dire non à l'entrée de la Grèce dans la zone euro au moment où il fallait le faire. Ça n'a pas été le choix des dirigeants européens à cette époque-là, et je pense qu'aujourd'hui, ce processus d'adhésion de la Turquie n'a quasiment aucune chance d'aboutir et n'est pas forcément souhaitable ni par rapport à la construction européenne. Ni par la Turquie, ni par les pays membres de l'Union européenne. Je ne sais pas ce que souhaitent les citoyens turcs aujourd'hui. Je pense que c'est à eux de s'exprimer là-dessus. Mais pour autant, si on doit aller vers un État fédéral, ça suppose un grand niveau d'intégration, un grand niveau de proximité des économies, mais aussi sans doute des cultures. Et je pense que là, le fossé ou le gap est trop grand, et que c'est hypocrite de faire croire autre chose aujourd'hui aux citoyens. Mais je pense que sur la Turquie, il y a une grande hypocrisie ces dernières années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un pays qui a demandé à adhérer à l'Union européenne depuis 63, elle attend depuis quasiment 53 ans, 55 ans. Et aujourd'hui, il y a une très grande frustration en Turquie en disant, écoutez, on a une économie, une croissance à 2 chiffres, on a une économie qui fonctionne bien, donc aujourd'hui, concrètement, on n'a plus besoin. On est dans une situation géographique où on est entre l'Orient et l'Occident. Donc concrètement, l'Union européenne, on n'en a pas besoin. Et je pense que les Turcs de Turquie n'en veulent plus. Les pays de l'Union européenne, en tout cas, s'il y a un référendum, je pense qu'à la grande majorité, la réponse sera non. Donc, et je pense que Sarkozy avait raison sur la Turquie. Il disait qu'il fallait un partenariat privilégié avec la Turquie et pas une adhésion. Je pense que sur cette question-là, il avait vraiment raison.
Après, si vous voulez, la Turquie aujourd'hui est notre allié au sein de l'Alliance Atlantique. Autant. Aujourd'hui, il y a des relations privilégiées qui existent déjà. Il y a déjà une forme de partenariat qui existe. Alors, on peut le renforcer dans un certain nombre de domaines, et c'est sans doute. Elle est membre du Conseil de l'Europe. Et c'est sans doute souhaitable. Après, en matière de géopolitique, vous voyez bien que plus on va vers l'est, plus c'est compliqué. Aux frontières de la Turquie, il y a des États qui aujourd'hui, soit sont en guerre civile comme l'est la Syrie, voire en guerre tout court. En Irak, la situation n'est pas très stable non plus. Du côté de la Russie, les choses ne sont pas forcément plus simples non plus. Et donc, je pense que à un moment, il faut voir ce qui est crédible et ce qui est faisable. Lorsqu'on a essayé de construire de très grandes fédérations, et on peut songer à l'URSS ou à l'ex-Yougoslavie, en ne tenant pas compte de la diversité qui existait à l'intérieur, ces États n'ont pas forcément tenu dans la durée, et à un moment ont éclaté. Donc je pense qu'il faut savoir aussi être raisonnable sur ces sujets-là. Tout à fait. Concernant l'Alsace, alors comme vous le savez, il y a eu une formation d'une grande région aujourd'hui qui existe. Donc c'est le gouvernement d'Hollande, c'était je crois sous Valls, que la loi qui a été votée. C'est une décision qui est venue d'en haut, qui a été imposée. On peut dire qu'il y a eu une démocratie sur l'application de la grande région ? Écoutez, c'est absolument évident. D'ailleurs, dans la plupart des pays européens, vous n'auriez pas pu ainsi modifier les frontières d'entités régionales sans une consultation minimale, soit des élus, soit des citoyens. Là, rien n'était prévu par la loi. Bien que rien ne soit prévu par la loi... Les élus, ils ont quand même été consultés, l'Assemblée nationale. Alors, effectivement, le Parlement a été consulté, mais les élus des différents conseils régionaux, il n'était absolument pas prévu de les consulter. Les conseillers régionaux alsaciens, pour eux, se sont exprimés. À l'époque, ils ont manifesté leur attachement à un projet qui avait été proposé initialement, et pour lequel d'ailleurs avait voté une majorité d'Alsaciens qui s'étaient exprimés lors d'un référendum. Et ce projet, c'était celui qui consistait à fusionner le conseil régional d'Alsace avec les deux conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et bien évidemment, ce projet n'est pas compatible avec le rassemblement de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne en une seule et même région. Et les élus ont voté en faveur de cette fusion au sein de l'Alsace, de la région et des deux départements, au sein du conseil d'Alsace, au sein du conseil régional d'Alsace, au sein des deux conseils départementaux, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et donc ont adopté des messages en ce sens. Et à l'époque, la plupart d'entre eux se sont exprimés. Parmi les élus qui étaient des parlementaires désignés sur le territoire, tous ont voté contre le projet de grande région, sauf deux à l'époque, Armand Young et Philippe Biss, qui se sont abstenus lors du vote, au motif que la Champagne avait été rajoutée, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et en tout état de cause, il n'y a pas eu de parlementaires de la région pour approuver ce découpage. C'est quand même un petit peu problématique. Il y a eu des manifestations, moi-même j'y ai participé, il y a fait une grande manifestation place de Bordeaux, Philippe Richert en était l'instigateur, avec un grand nombre d'élus qui étaient présents, qui se sont exprimés contre. Il y a eu une pétition contre la grande région, pétition d'ailleurs qu'avait fait signer à l'époque Jean Rotner. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont signé cette pétition, il y a eu d'autres pétitions par ailleurs. En tout cas, l'opinion, on la connaît et on la sent. L'année dernière encore, il y a eu un sondage qui a été fait par un grand institut parisien de sondage. Alors le sondage était commandité par Unserland, mais en tout cas, le sondage était très clair quant aux résultats. Et sur les personnes, et l'échantillon était représentatif, sur les personnes qui ont répondu, 84% des Alsaciens interrogés dans ce sondage étaient hostiles à cette région Grand Est et préféraient le maintien ou le retour à une région Alsace, et en fait c'était aussi un petit peu la même opinion qui prévalait en Lorraine et en Champagne, où les 2/3 des habitants interrogés dans le cadre de ce sondage étaient hostiles à cette grande région. Mais est-ce qu'avec la démission de Philippe Richert, vous ne pensez pas qu'on est sur un point de rupture, et avec l'élection du maire de Mulhouse, Jean Rotner, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on est sur un point, aujourd'hui on revient sur nos pas, et qu'il y a un débat en interne dans la grande région où on aimerait que l'Alsace
sortent de cette région. Alors, il y a un débat, il y a effectivement des propositions, en même temps il y a eu des propos très fermés pour le coup du président de la République sur ce sujet-là, puisque le président de la République a laissé entendre que les choses ne pouvaient se faire qu'à l'intérieur du périmètre du Grand Est et qu'il ne voulait pas revenir sur le périmètre des régions. Néanmoins, aujourd'hui, les quelques propositions qui sont avancées ne sont pas satisfaisantes du tout. En tout cas, elles ne permettent pas de solution durable à cette question concernant les différentes le devenir de la région et son périmètre. Aujourd'hui, la réalité, si vous voulez, c'est que l'Alsace est une région qui s'articule le long de la vallée du Rhin. Elle est séparée de la Lorraine par un massif montagneux qui est celui des Vosges. Ça facilite pas les communications. Vous regardez en Lorraine, l'axe essentiel de communication, c'est aussi un axe nord-sud. C'est ce qu'on appelle le sillon mosellan. Et ça va de Nancy à Metz, et ça s'ouvre plutôt vers le Luxembourg, voire vers la Sarre, mais en tout état de cause, ni vers l'ouest, ni vers l'est. Et à contrario, la région Champagne est purement une région du bassin parisien, qui est tournée économiquement et humainement vers Paris. Quand vous essayez aujourd'hui de réunir les différents élus du Grand Est, le point de rencontre le plus simple, c'est la gare de l'Est. Parce que c'est là où ils sont le plus vite. Mais essayez donc d'aller de Strasbourg à Troyes, et vous verrez que ça n'est pas évident. Donc ces régions, elles ont été constituées un petit peu pour donner l'illusion d'une réforme de structure. Peut-être que à l'époque, François Hollande, Emmanuel Valls espéraient ainsi montrer soit aux citoyens, soit aux institutions européennes que la France faisait des réformes. C'est une réforme de façade. Si on voulait faire des économies, il fallait plutôt essayer de fusionner les régions avec les départements, ce qui avait été envisagé pour l'Alsace, et pas forcément d'essayer d'élargir les régions, parce que plus vous élargissez les régions, et plus il sera difficile après de fusionner les régions et les départements. Alors, certains élargissements pouvaient avoir du sens. Le fait de rapprocher la Basse et la Haute-Normandie, ça a eu du sens. Il y avait effectivement une demande des citoyens en Normandie, c'était concevable. Maintenant, a été créée une région dite aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, me semble-t-il. Ça inclut l'Aquitaine, ça inclut le Limousin, ça inclut Poitou-Charentes. C'est absolument gigantesque, ça s'étend sur des centaines de kilomètres. C'est peut-être intéressant pour l'agglomération bordelaise en termes de rayonnement ou autre, mais est-ce que les gens peuvent se reconnaître dans un tel périmètre ? Est-ce qu'il y a une identité commune ? Bien sûr que non. Et si vous voulez, c'est dommage d'avoir fait cela sans consulter des économistes, sans consulter des historiens, sans consulter le monde culturel ou le monde associatif, évidemment, sans consulter les citoyens ou les habitants. En cela, il y a un vrai déni de démocratie. Et si vous voulez, c'est une réforme qui a été bâclée. Où sont les économies aujourd'hui ? Il y a eu des rapports de la Chambre régionale des comptes. On ne les voit pas, les économies annoncées. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des politiques publiques qui sont menées à l'échelle du Grand Est qui n'auraient pas pu être menées dans chacune des régions prises séparément ? On ne voit pas de choses pertinentes en la matière. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Alsace, c'est celui d'une région qui est dans la vallée du Rhin. Ça suppose de s'ouvrir, évidemment, vers le pays de Bade, mais aussi vers le Palatinat, vers la région baloise. C'est là où sont les facteurs de développement, et j'ai envie de vous dire aussi d'emploi. Parce qu'il se trouve que démographiquement, l'Allemagne est un pays qui aujourd'hui a un besoin de main-d'œuvre. On recherche énormément de postes en Allemagne. Ça supposerait une politique volontariste de la région, et vous n'ignorez pas que la formation professionnelle, ça relève de la région. Ça supposerait aussi, ça relève pas entièrement de la région, mais ça relève pour une large part de la région. Ça supposerait aussi d'avoir une politique linguistique tournée vers le bilinguisme français-allemand. C'est le cas déjà. Très peu. En Alsace, la maîtrise des deux langues est quelque chose qui diminue au fil des décennies. Et pour l'inverser, alors il faudrait déjà que l'éducation nationale soit plus coopérative qu'elle ne l'est actuellement sur ce sujet-là, ce qui n'est pas facile. Mais par exemple à Strasbourg, il y a déjà il y a quand même 6-7 écoles primaires en bilinguisme, ce qui n'était pas le cas 10 ans avant. Si vous voulez, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais pas suffisants. Si vous voulez, la plupart des jeunes Strasbourgeois, aujourd'hui, ne parlent pas couramment allemand.
Et c'est dommage, parce que quelque part, une maîtrise courante de la langue du voisin, c'est quand même quelque chose qui faciliterait énormément le fait de postuler sur des emplois qui existent côté allemand. Et le fait de ne pas orienter spontanément les habitants, les citoyens, et notamment les jeunes, vers le bilinguisme, cela va les handicaper. Vous avez des taux de chômage dans les agglomérations, notamment vis-à-vis des jeunes, et notamment dans un certain nombre de quartiers, qui sont particulièrement élevés. Si à tous ces jeunes-là, on avait appris l'allemand dès le plus jeune âge, ils auraient aujourd'hui plus de facilité pour trouver un emploi, pas forcément très loin de chez nous. D'accord. La dernière question, la dernière thématique concernant Strasbourg. Alors vous êtes un ancien élu de Fabienne Keller, ça je vous l'ai dit au démarrage de notre émission. Vous avez été élu de 2001 à 2008. Vous êtes apparenté UDF Modem. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans la réalité politique de notre ville, sachant que la gauche gère quand même cette ville depuis 25 ans, on arrive quasiment à la fin du 4e. Avec une petite parenthèse, effectivement. Avec une petite parenthèse à droite. Entre 2001 et 2008, voilà. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, c'est vrai. Avec une petite parenthèse à droite. Avant 89, c'était la droite qui a géré cette ville quasiment pendant 40 ans, pendant 50 ans. Aujourd'hui, c'est la gauche quasiment pendant 25 ans. Est-ce que vous pensez que la droite va revenir à Strasbourg ? Écoutez, alors d'abord, si vous voulez, on peut faire toutes les projections qu'on veut. Ce sont toujours les citoyens qui votent. Ça, c'est vrai. Et, Dieu merci, quelque part, un acteur. Le résultat de l'élection, on ne le connaît pas avant le vote. C'est vrai. Ce qui est souhaitable, et c'est d'ailleurs l'un des principes de la démocratie. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans beaucoup de grandes villes européennes, on s'aperçoit que, électoralement, sociologiquement, les partis de gauche et les forces politiques de gauche sont plus implantées dans les villes, et notamment dans les grandes villes universitaires. En France, vous regardez qui détient les principales municipalités dans ces grandes villes universitaires, vous verrez que ce sont souvent des maires de gauche. Après, je ne vous cache pas que les événements de l'année écoulée recomposent très largement le paysage politique, et que donc ça rend les choses beaucoup plus imprévisibles, parce que le jeu il se joue peut-être plus entre la droite et la gauche, mais entre un nombre de forces politiques beaucoup plus grand. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut dire ce constat-là, d'après vos propos, c'est qu'aujourd'hui les grandes villes universitaires ils votent tous à gauche? Que les étudiants ils sont de gauche, qu'il n'y a pas d'étudiants de droite? Bien sûr que non. C'est pas aussi simple. Voilà. Mais si vous voulez, il y a des préférences au sein de l'électorat en fonction des catégories sociologiques, on les connaît. Et est-ce que vous-même vous êtes un Macron compatible? Alors, si vous voulez, je ne sais pas si je suis Macron compatible, je ne sais pas d'ailleurs forcément ce que veut dire cette expression. Ce qui est vrai, c'est qu'au premier tour de l'élection présidentielle, j'ai voté pour François Fillon, qui était le candidat qui était désigné par la primaire de la droite et du centre, et qui me semblait avoir le programme le plus sérieux, et le programme qui était nécessaire pour redresser à la fois l'économie et les finances publiques. Au second tour, comme d'ailleurs l'avait suggéré François Fillon à ses électeurs. Je fais partie de ceux qui ont voté pour Macron. Le choix était considérablement restreint d'ailleurs au second tour, ça vous aura pas échappé. Mais c'est le principe de cette élection présidentielle à 2 tours. Et par ailleurs, aux législatives aussi, au second tour, j'ai été contraint de voter pour le candidat, qui était soutenu par La République En Marche. Puisque, c'était un second tour dans la circonscription où je vote entre le Parti Socialiste et La République En Marche. Ma question, c'est, à Strasbourg, est-ce qu'on a le sentiment que se dessine en 2020 ou éventuellement en 2021, parce qu'on dit que les élections municipales risquent d'être reportées d'1 an, qu'il y a une perspective politique entre ceux d'En Marche et la droite? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on glisse vers ce partenariat? Alors ça, je l'ignore absolument. Aujourd'hui, j'observe qu'il y a plus d'élus qui sont à La République En Marche à Strasbourg, parmi les élus dans l'actuelle majorité de Roland Ries, qu'en dehors de cette majorité. Il y a juste une personne, Laurence Vaton, qui était d'ailleurs issue du Modem, mais qui a rejoint La République En Marche et qui aujourd'hui pilote cette structure dans le Bas-Rhin. Mais pour autant, il est difficile de prévoir dans quel sens iront les recompositions. Il y a déjà, depuis les dernières municipales, une recomposition particulière au niveau de l'Eurométropole, puisque là, il y a une coalition
entre une partie de la droite et du centre, on va dire. Robert Herman et la première couronne. Notamment ceux qui ne viennent pas de Strasbourg. Et puis, la majorité composée des socialistes issus des socialistes et des Verts, d'ailleurs, issus, des villes de Strasbourg et aussi d'un certain nombre de villes voisines. Voilà. Alors, cette coalition fait des choses peut-être intéressantes en matière de maîtrise de la dépense publique. En tout cas, tout n'est pas tout n'est pas mauvais. Je ne tiens pas à être dans le dénigrement absolu. Je pense même que la municipalité actuelle, sur certains sujets, fait des choses intéressantes. On peut songer au repas dans les cantines scolaires, à certains aménagements originaux. Je pense par exemple à la rue du jeu des enfants. Vous savez ce qui a été aménagé là, avec l'adjoint Paul Meyer et avec aussi des commerçants et des habitants du quartier. Ça me semble être un aménagement intéressant. Il y a des grands aménagements qui ont été faits, alors en grande partie par l'État. On peut songer au tribunal qui a été refait, à la bibliothèque nationale universitaire. Architecturalement, si vous voulez, je pense qu'il était important de préserver ces bâtiments, de leur redonner un aspect intéressant. Par contre, l'idée de la cité judiciaire à Rive-Étoile, je pense que c'était une erreur politique, quoi. Donc écoutez, je pense que c'était bien de le faire sur site. Ça a été fait sur site. Ce sont plutôt des réussites. Par contre, c'était plus des projets d'État dans les deux cas. C'était pas vraiment des projets locaux ou même s'il y a pu y avoir ici ou là quelques financements. En ce qui concerne par exemple l'aménagement du quai des Bateliers, je trouve que ce qui est proposé est intéressant aussi. C'est une bonne idée que de réaménager ce secteur-là. Maintenant, et si vous voulez, moi ça fait partie des choses que je regrette fortement, c'est d'une part, Strasbourg a vocation à être la capitale législative de l'Europe. Et aujourd'hui, que fait-on pour cela ? Quelles sont les grandes actions entreprises par l'actuelle municipalité, alors même qu'il y a des opportunités sans doute à saisir. On sait qu'il y a des réflexions qui sont prévues dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles. Est-ce qu'on se prépare réellement à accueillir l'ensemble des services du Parlement européen et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire en fait des milliers de fonctionnaires européens ? Renforcer son pôle. Ça supposerait, de prévoir l'acquisition d'espaces fonciers tout autour du Parlement. Ça supposerait aussi de prévoir le déploiement d'un quartier dédié aux institutions européennes de façon beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui. Ça supposerait d'entreprendre des actions aussi dans ce sens-là. Sincèrement, il y a certains groupes, il y a des choses plus ou moins intéressantes qui peuvent se faire, mais c'est très modeste. Il y avait un projet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le cadre du